Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour débattre et commenter l'actualité avec aujourd'hui Alex Darmon. Bonjour Alex. Alex Darmon, journaliste politique, vous animez une chaîne YouTube de débat qui s'intitule Les Indécis. Benjamin Cauchy, bonjour, vous êtes chef d'entreprise. Bonjour Benjamin. Et également Franck Tapiro, publicitaire, cofondateur de Datacalab et Mouvement Citoyen. Bonjour à vous. Beaucoup d'actualités évidemment aujourd'hui puisque vous l'avez entendu tout le week-end, ces nuits d'émeutes, les différentes réactions politiques. Quelles solutions? Comment faut-il les comprendre? Faut-il punir les parents de ces enfants délinquants, de ces enfants qui sont dans la rue? On a beaucoup de sujets avec vous. Peut-être un tour de table avec vous pour comprendre ce qui s'est passé. On commence avec vous, peut-être Benjamin. Benjamin. Oui. Benjamin. Oui, je vous écoute. Oui, j'ai pas du tout entendu ce que vous disiez avant, donc pardonnez-moi. Je voulais savoir, je voulais connaître votre réaction à vous sur les événements de ce week-end, sur ces nuits d'émeutes. Peut-être un premier tour de table sur le sentiment général. J'ai envie de dire quelques mots très simples de l'écœurement, de la colère. Et puis j'ai envie de dire aussi, si on doit avoir une note quand même positive dans cette histoire, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est qu'il y a une nécessité aujourd'hui à regarder les problèmes en face et qu'on ne peut plus mettre les miettes sous le tapis. Donc voilà ce que j'en retiens, et puis rendre hommage aux sapeurs-pompiers évidemment qui est mort suite à cet incendie cette nuit. Alors on ne sait pas, vous l'avez entendu, entendu Stéphanie Demuru, dans le journal, au contraire, expliquer qu'on ne sait pas si c'était suite à un feu de véhicule. Néanmoins, on peut rendre effectivement hommage aux sapeurs-pompiers qui ont été mis à l'épreuve tout le week-end. Un écœurement, Valérie, un écœurement principalement, puisque encore une fois, quand j'entends des gens qui expliquent qu'ils n'ont rien et qu'ils brûlent tout ce qu'ils peuvent, ça me semble paradoxal. Brûler sa propre école, brûler sa mairie, brûler son CCAS, incendier le véhicule de son voisin qui est au tiers, qui a déjà du mal à payer son assurance et qui va pas pouvoir aller bosser, brûler le bus de la femme de ménage qui se lève tous les jours à 4h du mat pour aller nettoyer les bureaux qu'on va utiliser dans la journée. Je trouve véritablement que ce sont des actes écœurants et qui ne sont absolument pas dignes de notre pays, tout simplement. T'as rien à faire ici. Oui. Alors Franck Tapiro, vous êtes publicitaire, mais vous êtes également engagé dans la vie de la cité. Vous étiez présenté aux législatives. Comment vous réagissez ce matin à ce qui s'est passé? Parce qu'on a une forme de radicalisation quand même de part et d'autre des opinions. En fait, c'est une société de violence que j'ai dénoncée moi depuis des années, d'ailleurs sur Sud Radio. Ça fait des années que nous sommes rentrés dans une ère de violence sans précédent. Mais cette ère de violence correspondue, bien entendu, comme toujours, puisqu'on est les champions du monde, toute catégorie, de déni généralisé, de déni politique. Et alors là, je dis de toute la classe politique, de droite, de gauche, de ceux qui se disent extrêmes ou pas, même les apolitiques, il y a un déni total en France par rapport à cette société qui est en train de se fractionner et qui, ça va peut-être vous surprendre, moi je vois un modèle américain depuis maintenant une dizaine d'années. Bon, on le sait très bien depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de toute façon que l'importation de la culture américaine en Europe et plus particulièrement en France est forte, mais je ne pensais pas à ce point que la culture de la révolte américaine, comme il en existe depuis les années 90 jusqu'à il y a un peu de temps encore, arriverait à ce point en France pour bouleverser complètement et ajouter encore de l'huile sur un feu qui a brûlé encore une fois depuis longtemps. Moi, je suis pas du tout surpris de ce qui arrive. Je suis pas le seul à avoir dénoncé depuis des années, à avoir prévenu. Mais je me dis une seule chose, et c'est pour reprendre un peu la dernière réflexion. Que va-t-il encore se passer pour qu'on mette ou sous le tapis ou alors qu'on traite enfin cette problématique sans déni? Le déni est le mal profond qui ronge toute la société française dans son ensemble, politique et population. Parce que là, on voit aujourd'hui, il y a 95% des Français qui sont évidemment, comme vous l'avez dit, écœurés, en colère de tout ce qui arrive. Et pourtant, il y a quelques jours, ils étaient nombreux aussi à dire qu'il y avait peut-être eu, encore une fois, des violences policières. Donc il faut en fait, à un moment, choisir dans quelle société on veut vivre.
choisir le mode de protection qu'on veut, parce que c'est un mode démocratique, républicain à ce moment-là. Taper sur la police et la justice est exactement suicidaire, c'est se taper dessus. N'oublions pas que les agents de police et la justice sont là pour rendre justice et pour nous défendre en notre nom de citoyens. C'est pour ça que l'engagement citoyen est encore plus fort aujourd'hui. Et donc on était dans une guerre civique il y a quelques temps, je l'avais dit d'ailleurs depuis des années, ce qui a motivé d'ailleurs mon engagement pour la citoyenneté. Aujourd'hui, vraiment, on est dans une fracture citoyenne et civique. On est passé de la fracture sociale à la fracture citoyenne et civique. Je pense malheureusement, moi qui suis un éternel optimiste, que ce n'est pas rattrapable. Il va falloir le gérer avec de la sanction, avec de la dureté et avec un État fort. C'est parce que nous sommes faibles que tout ça arrive. Oui, mais en même temps, on a l'impression que si les choses se calment, on va mettre la poussière sous le tapis, comme on dit, oui, et que tout va continuer. Ça fait combien, plus de 30 ans qu'on sait que tout ça est en train de monter. Alex Darmon, qu'est-ce que vous avez, vous, retenu de ces nuits d'émeutes? Bonjour à tous. Moi, ce que j'ai retenu d'abord de ces nuits d'émeutes, c'est bien évidemment l'attaque voiture bélier de la maison du maire de La Haye-les-Roses. Puisque Franck disait qu'il le rappelle depuis des mois et des années, et je sais que c'est vrai, son combat contre l'incivilité, contre cette fracturation de la société française. Moi, ça fait des mois et des années que je rappelle que les élus de la République, on les maltraite en fait. Ils sont sous-payés, on les insulte sur le marché les dimanches matins. Exactement. Et maintenant, on leur brûle leur maison avec leur famille à l'intérieur. Je crois que c'est ça qui montre aussi la fracture de la société française. C'est le fait qu'on n'a plus foi en nos élus, on ne croit plus en nos élus, alors qu'ils font le travail comme ils peuvent le faire. Et j'aimerais juste revenir sur un point qui a été dit par Franck et que je trouve très intéressant, c'est l'américanisation de la société. Je suis d'accord avec ce postulat, mais je vais même vous dire c'est même pire qu'une américanisation de la société, parce que au moins aux États-Unis, c'est une petite victoire pour eux, c'est que quand ils font la révolution Black Lives Matter, au moins ils se revendiquent américains. Vous voyez, exactement. Ils disent qu'ils sont américains. Vraiment. Et ça, pour eux, c'est important. Ils veulent pas se mettre en marge de la société. Aujourd'hui, quand vous parlez à nos jeunes dans les sociétés, dans ces cités, et qui ont une colère légitime, il faut pas la mettre, comme vous dites tout depuis tout à l'heure, sous le tapis. Cette colère, elle est légitime. Quand vous parlez avec eux, pour certains, ils se considèrent même pas français, parce que la vérité, c'est quoi? C'est que les vacances arrivent, qu'ils vont tous rentrer dans leur pays d'origine, partir en vacances, excusez-moi, partir en vacances, voir la famille et tout. Et donc, ça participe aussi à avoir une double culture. Et donc, quand ils reviennent, ils se sentent pas forcément français, pas complètement français comme ils devraient le sentir. Et oui, il y a une responsabilité des parents. Il faut pas le nier. Il y a une responsabilité des parents depuis des années. Mais il y a aussi peut-être notre responsabilité à tous d'avoir eu ce comportement de déni, d'avoir voulu mettre sous le tapis et de ne pas avoir voulu voir. Et encore, je dis ça, mais attention, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de financements qui ont été mis, beaucoup d'argent qui ont été mis pour essayer de les mettre dans la société. Les dédoublements de classes, ça a été fait principalement dans ces zones d'éducation prioritaires qu'on appelle maintenant les REP de mémoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut trouver un juste équilibre et c'est ce qu'il y a de plus dur. Et j'espère réellement que, comme l'a dit hier très justement le maire de La Haye-les-Roses, il va y avoir un sursaut et que ça va servir à quelque chose cette dernière soirée catastrophique. Vous pensez vraiment qu'un sursaut est possible? On parle pas on ne parle pas aussi de l'éducation de ces enfants. Les parents ont beaucoup été mis en cause, mais il y a des gens qui alertent depuis des années. Et pédopsychiatre, qui n'a jamais voulu être écouté, qui s'appelle Maurice Berger, a écrit en 2008 si nous ne voulons pas des enfants barbares. Et il raconte le processus qui se passe dans certaines familles où il n'y a plus d'autorité parentale et où on a des enfants qui sont sans aucune émotion. Et donc on a ces jeunes, c'était en 2008, donc ceux dont il parlait il y a déjà un certain nombre d'années, ce sont ces ados d'aujourd'hui qui sont devenus pour certains des barbares. Moi j'emploie ce mot de barbare aujourd'hui, c'est-à-dire des gens capables de piller, d'aller dans des... Moi j'ai une amie dont la mère était à Rosny quand il y a eu l'envahissement du centre commercial. C'est une femme de 78 ans, elle a été bousculée, malmenée, jetée à terre. Enfin, qu'est-ce qu'il faut avoir dans la tête quand on a 15 ans pour arriver à se comporter comme ça? Enfin, c'est des gens qui n'ont plus aucune émotion, aucun sentiment, aucune empathie. On a vu une agression, excusez-moi, d'une vieille dame il y a à peu près 3-4 mois à Marseille, je crois. Quand on regarde la vidéo, il faut la regarder au ralenti pour voir le sentiment de haine absolue, mais surtout, vous l'avez dit, d'absence totale d'émotion et de réaction. Même a posteriori,
même quand ils revoient ces images, ça ne les choque pas. Ils sont dans le monde de la vidéo, ils sont dans le monde du jeu vidéo, ils sont dans le monde de l'américanisation, dans le monde de Netflix et des séries, dans le monde où dans un jeu, vous savez, vous pouvez vous faire flinguer 10 fois, vous tuez tout ce que vous voulez, puis vous renaissez. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le cerveau est formaté de cette façon-là, parce qu'il y a un manque d'éducation totale. Et on ne peut pas accuser l'État là-dessus, ou l'éducation, justement, vous l'avez dit tout à l'heure, Alex, tu l'as dit, quand on a dédoublé les classes et quand on a mis à peu près 30 ou 40 milliards dans les quartiers. C'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté. Il y a des auditeurs qui me disent l'argent c'est pour les riches. Il y a eu de l'argent mis dans les cités. Il y a eu de l'argent, 40 milliards, vous le dites. Mais oui, il y a eu de l'argent. Mais après, quelle est la destination de l'argent ? Parce que c'est facile d'endormir les gens avec de l'argent. C'est qu'en fait-on après derrière ? Donc peut-être que l'argent a été mal utilisé, mais je pense qu'à la base, on ne peut pas aider des gens contre leur gré. C'est vrai en psychothérapie, c'est vrai dans tout. Je pense qu'aujourd'hui, le terreau, malheureusement, est complètement différent du nôtre. Il faut reconnaître qu'on a raté depuis 30 ans, je l'avais dit ça il y a des années. Aux États-Unis, ils ont fait la ghettoisation. Et la ghettoisation, c'est quoi ? On n'intègre pas, tout le monde a le sentiment citoyen, mais on met les Noirs ensemble, on met les Hispanos ensemble, etc. C'était leur mode. Nous, on regardait du haut de notre splendeur en disant, mais non, nous, c'est l'intégration à la française, c'est l'assimilation. On a complètement raté ça. On a renforcé le communautarisme. On n'a jamais voulu l'admettre. Et après, on s'est laissé déborder par le voile. On s'est laissé déborder par d'autres choses qui ont fait que on a essayé de se rattraper par la repentance, avouer, admettre des crimes vieux de 2 siècles et 3 siècles. Et à un moment, on est tellement dans une hyper-responsabilité qu'on a transformé des jeunes qui étaient neutres en hyper-victimes. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, ceux qui se vivent victimes, ce sont eux, les émeutiers. Donc, tout à l'heure, j'en prends juste Alex, ce que tu as dit. Cette colère légitime jusqu'à un certain point. Je peux comprendre qu'on soit en colère, mais pas quand la seule personne de France qui est en prison suite à cette histoire, c'est le flic. Il a été mis en tôle. Là, c'est plus vrai, mais tu as raison. Là, c'est plus vrai. Aujourd'hui, on voit que les premières peines qui ont été prononcées ont mis. Alors, c'est pas beaucoup. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas beaucoup, 2-3 émeutiers en prison. Moi, je suis d'accord avec ce qui est dit par Franck Tapiro maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Ça veut dire que ça veut dire que oui, on dénonce, bien évidemment. On peut que s'inscrire quand on voit les images de ce week-end, Valérie. Quand on voit les images de ce week-end, quand on voit encore une fois ce maire attaqué, mais c'est pas le seul. Hein. Quand on voit les policiers, voilà, les week-ends qui ont été passés, les gens, les Apple Store pour citer une marque à Strasbourg qui en pleine journée est dévalisée. Bien évidemment qu'on peut que se dire que c'est pas normal, qu'on a raté quelque chose dans notre éducation et que demain, si on réagit pas. Et on va encore aux plus grandes demandes de plus grandes déconvenues. Maintenant, il y a aussi autre chose. Moi, que je dénonce aujourd'hui, et pour l'avoir filmé, moi, vous savez, ça n'excuse pas tout, hein, attention, mais j'ai suivi des élèves qui avaient 10-12 ans au moment du Covid. C'est-à-dire au moment où on les a enfermés chez eux pendant 2 ans, et où il faut le dire, aujourd'hui, il faut dire les choses, où ils ont été enfermés avec leur famille pendant plus de 6-7 mois. D'accord ? Et aujourd'hui, je pense, moi, que pour certains, on paye cela. Alors, on va marquer une petite pause et on continue tout de suite après la pub. Je vous donne la parole, Benjamin Cauchy. Merci. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec Alex Darmon, Benjamin Cauchy et Franck Tapiro. Benjamin Cauchy, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais réagir à ce que disaient Franck et Alex. Effectivement, on parlait de 2 choses, de l'américanisation de la société. Moi, j'ai envie de parler de communautarisation de la société. Je pense qu'on n'est pas obligé de se servir des États-Unis comme exemple. Et effectivement, en revanche, il y a un point de différence extrêmement fort avec les États-Unis, c'est que quelle que soit votre communauté, vous êtes fiers du drapeau américain. Et Franck parlait de l'échec de l'intégration à la française, l'échec de l'assimilation. C'est pas qu'il y a eu un échec de l'assimilation, c'est qu'on n'a pas mis en place l'assimilation. Monsieur. On a fait de l'intégration, on a acheté la paix sociale, on a voulu calmer les conflits en mettant les gens par communauté. Et malheureusement, on n'a pas été capable on aurait pu réaliser une immigration réussie s'il y avait eu un process d'assimilation réussi dans notre pays. Or, en l'occurrence, aujourd'hui, on se rend compte que l'assimilation n'a pas fonctionné parce qu'elle n'a pas été mise en place. Il n'y a aucun sentiment de fierté nationale. Il n'y
n'y a plus de roman national. Vous disiez, Franck, vous parliez de jeux vidéo, de Call of Duty, de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, les citoyens ne sont plus des citoyens, mais se considèrent comme des consommateurs. Des consommateurs d'un État. Ils estiment parfois ne pas devoir payer d'impôts, mais vous remarquerez qu'il n'y a aucune CAF qui a brûlé ces derniers jours. Je caricature en disant cela, c'est-à-dire qu'on va aller se servir de l'État lorsque c'est utile, mais on n'a aucun sentiment d'appartenance à cet État. Moi, je reviendrai quand même, je mettrai le sujet sur la table du problème de l'immigration, et qu'aujourd'hui, c'est effectivement les enfants qu'il faut éduquer, mais je crois que c'est l'éducation des parents que la France a raté. Et donc, comment voulez-vous expliquer à des gamins de 14 ans quand des parents eux-mêmes ne se sentent pas français et n'estiment que la France n'est qu'un passe-plat ou comment dirais-je, une plateforme de service, puisque la réalité, elle est là aujourd'hui. Quand on voit des enfants dire 1, 2, 3, vive l'Algérie dans les rues et à chaque match de foot, mais en aucun cas, ils auront envie d'aller faire leur service militaire de 24 mois en Algérie. Donc, je crois qu'il y a un problème d'assimilation. Je crois qu'il faut reposer la question de la double nationalité, en tout cas avec certains pays, puisque le problème, c'est pas que l'intégration et c'est pas que l'argent déployé à juste titre parfois dans les quartiers, mais en l'occurrence, se sentir français, c'est pas une question de biston. Oui, mais enfin, ils sont nés en France, donc... Bien sûr, ils sont nés en France, Valérie. Bien sûr, ils sont nés en France, Valérie. Bien sûr, ils sont nés en France. Et la France doit faire ce qu'il doit. Mais en tant que Français, les parents et eux-mêmes doivent répondre à un certain nombre de droits. Il y a des devoirs et il y a des droits. Il y a les deux. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre dans la balance patriotique de notre pays. Le problème, il est là, c'est que les gens ne sont plus fiers d'être Français. Comment voulez-vous respecter le bien public? Comment voulez-vous respecter les citoyens qui s'engagent pour la collectivité, pour le bien commun? Comment voulez-vous qu'il y ait la moindre respect d'autorité? Je vous rappelle quand même qu'il y a un prof qui a été décapité, qu'il y a un prêtre qui est mort, que des flics et des militaires, il y en a des morts tous les ans depuis des années dans notre pays. Tous les symboles d'autorité s'effondrent. Donc ce n'est pas étonnant ce qui nous arrive aujourd'hui. Il faut regarder les choses en face. Il n'y a pas d'assimilation. Juste ce que vous dites, en même temps, ils ont brûlé des choses, des services qui étaient proches de chez eux, c'est-à-dire des supermarchés. Je vois notre ami Philippe David qui m'envoie des photos des lilas à côté de sa famille. Le centre commercial, les Algeco de la future station de métro ont été brûlés. Et donc il va falloir qu'ils marchent. C'est les premiers concernés sont ceux qui habitent aussi dans ces banlieues. Quand on brûle les écoles, quand on brûle les gymnases. Donc est-ce qu'il y a même une réflexion? C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Oui. Mais non, parce qu'en fait, en France, on a remplacé quelque chose de très important, la citoyenneté par la nationalité. On a oublié que depuis 1789, on n'est plus que français. On est des citoyens français. Et ça, on l'a complètement mis de côté. Voilà pourquoi mon engagement, mais depuis des années. Et aujourd'hui, le manque qu'il y a, c'est quoi? N'importe qui peut être français aujourd'hui. Mohamed Merah était français. Les frères Kouachi étaient français. N'allez pas chercher bien loin. En revanche, est-ce que c'était des citoyens français? Non. Donc, tant qu'on ne mettra pas de façon consubstantielle la citoyenneté au-dessus de la nationalité, tout ce qu'on va faire ne servira à rien. Tant qu'on n'a pas conscience du bien commun, des droits et des devoirs, du respect de l'autre, du respect de nos valeurs et de l'éthique française, être français ne veut rien dire. Parce que n'importe qui naît en France est français. Mais on ne peut pas aujourd'hui, par exemple, parler de... Vous savez, on a dit qu'il fallait enlever la nationalité française aux terroristes. Non, il faut faire une déchéance de citoyenneté. La force de notre société, la force de notre République, la force de notre nation, c'est la citoyenneté. Et additionner à cela la laïcité, et regardez qu'est-ce qui est attaqué depuis 30 ans. La laïcité, la citoyenneté. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, le problème de l'identité française se pose. On ne sait plus ce que veut dire être français. Et moi je vous le dis, être français, c'est d'abord être un citoyen. Ouais. Alex Darmon. Non, mais je suis complètement aligné avec tout ça, mais franchement, est-ce que ces gens-là comprendront ce que vous dites? Non, ils ne comprennent pas, je suis d'accord avec toi. Mais donc, dans ces cas-là... Comment on le transcrit concrètement? C'est ça la question. Non, mais là, on parle de l'immédiat, et la question de Valérie, moi, ça trouve très pertinente sur le fait, est-ce qu'il y a vraiment une réflexion dans ce qu'ils font? Enfin, franchement, objectivement... J'entendais ce matin, je crois que c'est Rachida Dati qui disait que s'il fallait lire les comptes rendus d'audience des comparutions qui ont été faites, il n'y a pas un mot pour Naël. Il
n'y a pas un mot pour Naël. Et quand on leur demande pourquoi vous êtes là, Ils s'en foutent de Naël. c'est j'étais là par hasard, je sais pas, j'ai été entraîné. Enfin, il n'y a pas un seul mot d'excuse ni de compassion. Donc l'émotion entre guillemets légitime. Quand je dis entre guillemets, c'est pas l'émotion que je remets en question, c'est plutôt l'argument de l'émotion pour tout casser. Il a bon dos. Complètement, Valérie. Et je vais vous dire autre chose. Vous savez, depuis mardi dernier, la France, elle est dans un chaos total. Enfin, je veux dire, c'est un enfant de 17 ans qui... c'est homicide involontaire, donc c'est pas assassinat, mais qui se fait tirer dessus à bout portant. Homicide volontaire, hein. Il a été mis en examen. Volontaire. Vous verrez comment. On attendra le jugement. Vous verrez que non. Oui, parce que vous savez, juste une information ce matin, France 2 a donné cette information. Il n'aurait pas dû, je vais te mettre une balle dans la tête, et l'autre policier n'aurait pas dit shoot, mais c'était les mains sur la tête, et l'autre aurait dit coupe. Mais vous verrez. Coupe. Donc c'est pour ça qu'il fallait beaucoup de prudence dès le départ. On ne sait pas. Mais tout le monde se jette là-dessus. C'est les fake news aujourd'hui qui dirigent. C'est les fake news qui donnent l'émotion. Alors laissez finir Alex. Non, mais juste une chose, parce que moi je suis pas dans la justice, je suis pas juge, je suis pas voilà. Je dis juste simplement qu'un enfant de 17 ans, peu importe les conditions, le contexte, qui est mort pour un contrôle routier, c'est pas normal. Et ce qu'on voit depuis quelques jours, c'est pas normal non plus. Et je vais même aller plus loin. Les réactions, on en parlait au début, les réactions politiques. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, le gouvernement, Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, franchement, réagissent pas trop mal. On essaye d'être le plus apaisant possible. Mais quand vous voyez d'autres réactions, et je suis désolé, mais quand vous voyez des réactions à l'extrême gauche qui vous disent qu'il ne faut pas appeler au calme, qu'il ne faut pas appeler à l'apaisement, quand vous voyez des réactions, mais même à la gauche de la gauche, encore plus, un tweet, je disais hier, un tweet de Philippe Poutou qui disait que cet homme-là a quand même fait 1% à l'élection présidentielle, qui disait qu'on pouvait pas retourner le problème et que si la colère sociale venait, c'est parce qu'il y avait trop d'argent pour les riches. Enfin, on marche sur la tête, hein, franchement. Ouais. C'est-à-dire vraiment qu'on marche sur la tête. Et donc, ça veut dire par là que c'est même le système de l'intérieur qui est un petit peu pourri et qu'on va essayer de trouver toutes les justifications pour accorder un bon point au fait que ces jeunes se révoltent, mais qu'on ne va jamais aller chercher à savoir pourquoi ils se révoltent. Et donc c'est pour ça que je veux juste répondre à Franck en disant oui, les discours c'est intéressant, la citoyenneté, mais je suis tellement d'accord avec vous. Quand j'étais à l'école, quand j'étais petit, c'était la première chose qu'on m'apprenait, la citoyenneté. La première chose qu'on m'apprenait, c'était le respect, de me lever quand le professeur rentrait dans la salle de classe. Et je suis pas très très vieux, hein, j'ai 35 ans. Je dis pas que vous êtes vieux, messieurs, rien à voir. Hein, mais si, tu l'as dit. Non, c'était la première chose qu'on m'apprenait. Et aujourd'hui, j'ai l'impression effectivement que ces valeurs-là sont perdues. Néanmoins, j'ai aussi l'impression que ces jeunes-là, au-delà de la citoyenneté et de toutes ces valeurs-là, ces jeunes-là sont perdus. Et ça commence par la maison, ça commence par les parents. Vous aurez beau mettre en place tout ce que vous voulez dans l'espace public, s'ils ne sont pas tenus à la maison par les parents, ça ne marchera pas. Et une dernière chose, c'est qu'il faut quand même dire les choses. Oui, il y a beaucoup de casse, beaucoup de violence. Mais il ne faut pas non plus jeter l'opprobre sur toutes ces personnes, sur tous ces gens des banlieues et des cités. Je lisais un article hier, c'est 1% des jeunes, c'est énorme, hein, même si c'est 1000, 3000, 4000, c'est énorme. Mais c'est 1% des jeunes dans les cités ou dans les banlieues qui vont tout casser partout. Il faut aller les chercher eux. Il faut aller comprendre eux et il faut aller les mettre eux face à leurs responsabilités, eux et leurs parents. C'est pas nous de les comprendre, c'est à eux de comprendre les règles. J'ai pas dit comprendre, j'ai dit les chercher. Sauf qu'il y a aussi, on va y revenir, on va marquer une pause, on va revenir sur les réactions politiques et puis LFI qui est accusé quand même d'avoir mis de l'huile sur le feu en refusant de condamner les violences, enfin, très ouvertement. Et ensuite sur la question de la justice. Franck évoquait cette vieille dame, agressée d'une violence. On avait vu les images. Ils ont eu de la prison avec sursis, je crois. Enfin, une peine totalement anecdotique. On va y revenir. On marque une pause sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Alex Darmon, Franck Tapiro et également avec nous, j'ai un trou de mémoire, pardon, mon cher Benjamin Cauchy, voilà, Benjamin Cauchy, voilà, qui est avec nous. On parlait des sanctions. Naël avait été interpellé le dimanche, la veille de sa mort, et devait comparaître au mois de septembre. Quelle est la logique pour des ados
ados, pour des jeunes, d'être arrêtés et de ne pas avoir de sanctions immédiates, ça n'a pas de sens non plus. Il y a aussi cette question qui se pose. Qui veut réagir, Franck ? La justice, en fait, c'est tout le pacte citoyen qui a plus de sens aujourd'hui. N'oublions pas que la justice, c'est nous. Les juges rendent normalement justice en notre nom. Il ne faut jamais oublier ça. Ce sont nous qui sommes leurs patrons. Il ne faut jamais l'oublier. Donc quand on ose dire on ne commande pas une décision de justice, c'est pas vrai puisque c'est en notre nom. Deuxièmement, la justice ne sert à rien si les peines ne sont pas appliquées. La justice pourrait être un rattrapage d'éducation par la sanction, parce qu'on sait très bien que dépasser 6 ans, de toute façon, pour éduquer quelqu'un, juste de standard, je dis pas normal, juste de standard, c'est déjà trop tard. Alors imaginez quand on est dans les conditions qu'on connaît dans les quartiers dits populaires, qui étaient difficiles maintenant qu'ils sont populaires, il faudrait peut-être revenir à difficile ou voire impossible, c'est impossible. Donc si la justice ne sait pas donner une sanction, il n'y a pas de rééducation possible. De moins que, même parlons pas de rééducation, juste que le cerveau s'ouvre et qu'on puisse comprendre et prendre conscience. Parce que derrière ce qu'on a dit tout à l'heure, ils n'ont aucune conscience de ce qui arrive, c'est cela, c'est qu'ils ne peuvent pas enrayer le processus tant qu'ils ne prennent pas conscience. Donc d'abord, la justice ne marche pas. Et la police, mais la police est lâchée de tous. La police est lâchée par l'État, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas aujourd'hui dire, juste après avoir vu une vidéo, que c'est un acte impardonnable, inexcusable, alors que vous verrez, et je prends le pari ici, vous verrez qu'il ne sera pas sanctionné comme on l'imagine. Vous verrez qu'il ne sera pas condamné au pénal. Vous le verrez. Et là, on se retrouvera, vous pouvez sortir cette vidéo, j'assumerai. Moi, je vous dis que tout a été bidonné. La preuve, regardez là, tout le monde a dit shoot-le, etc. Tout est faux, on le sait depuis le début. Les procédures on verra. ont été... Mais vous le verrez, le verrez. Moi, je m'engage parce que je connais un petit peu, j'ai un peu travaillé avec la police, je sais comment ça se passe. Donc, quand on a aujourd'hui la justice et la police qui ne fonctionnent plus ensemble déjà et qui ne protègent plus le citoyen et lâchés par l'État, mais que voulez-vous qu'il reste aujourd'hui? Donc, pour moi, la situation, malheureusement, est irrattrapable. Irrattrapable, sauf une décision unique dans l'histoire peut-être de la Ve République, avec peut-être une décision majeure, martiale. Il faut aller dans ces extrêmes-là, parce que sinon, on va regretter. On va se dire entre nous, on va être content, oui, la fin du déni, on va enfin traiter les problèmes, on va mettre des milliards au bon endroit. C'est du bidon intégral. On redonne à la justice et à la police un rôle en commun, absolu, avec des applications de peine, avec un vrai pouvoir politique, où il ne se passera rien, pire que ça. La situation va s'envenimer. Et le jour de la décision de justice, vous verrez que le flic n'aura pas du tout une peine de prison de 20 ans, comme tous les... Ça va exploser. Et là, on aura, on était dans une guerre civique, on peut aller vers une guerre civile. On verra, parce que d'un côté comme de l'autre, ce que je disais en préambule dans l'émission, c'est qu'il y a une radicalisation des opinions, et attendons effectivement que la justice fasse son travail. Qui veut réagir? Benjamin? Je voulais réagir, vous parliez de radicalisation de l'opinion. Je crois qu'effectivement, vous le disiez juste avant la coupure, il y a une responsabilité politique de la part de l'extrême gauche. Il y a une grande responsabilité politique. Et effectivement, Franck pointe à juste titre la faillite de notre système judiciaire, le sentiment d'impunité qui fait que finalement les gamins vont recommencer. Mais il y a aussi une grande part de manipulation politique dans toute cette histoire depuis le début. Bien sûr, on voit bien que l'extrême gauche a failli sur la réforme des retraites. Vous allez me dire pourquoi je parle de ça, mais tout simplement parce qu'il a fallu donner un os à ronger à des militants qui étaient extrêmement frustrés. Parce que la notion de frustration finalement est le fil rouge de ces conflits. Frustration politique, frustration citoyenne de la part des jeunes dans les quartiers, ça a matché. Et donc du coup, on voit bien la méthodologie des casseurs dans les cités. On est loin des cocktails Molotov lancés à l'arrache ou des machines à laver qui étaient lancées du 6e étage. On se retrouve avec des formations armées dites à la romaine que l'on retrouve exactement dans les déplacements des antifas lors des manifestations de retraite. Donc il y a de l'entrisme, de l'ultra-gauche. On voit bien, Alex en a parlé du tweet de Poutou. On voit bien toutes les ambiguïtés sémantiques à laquelle s'amuse la France insoumise notamment, sans d'ailleurs créer des conséquences pour la NUPES, parce que quand on voit Stéphane Le Foll par exemple qui appelle à la séparation de LFI de la NUPES, il y a des vrais sujets qui vont être derrière. Mais il y a une grande manipulation politique de la part de leaders, de députés de la nation qui sont également payés par nos impôts, et je trouve que là pour le coup ils portent évidemment une responsabilité politique, mais il faudrait également qu'ils aient une responsabilité judiciaire et pénale. Exactement. Ils ne peuvent plus dire n'importe quoi. Voilà, ils jouent aux zip sur le barbecue, c'est pas possible.
Oui, parce que c'est à la fois Jean-Luc Mélenchon qui dit soutenir le maire de La Haye-les-Roses et précédemment ne pas avoir appelé au calme et dire j'en appelle à la justice, enfin pour jouer un peu sur les mots, c'est un petit peu tout et son contraire, Alex Darmon, sur la responsabilité effectivement du discours politique. Avant de parler de la responsabilité du discours politique, votre question, Valérie, c'était de dire la justice, de parler de la justice. De parler des peines qui ont été adressées, qui vont être adressées dans les mois qui viennent aux fauteurs de troubles. D'abord, il y a deux choses. C'est que, Franck, je suis d'accord avec toi sur le fait que la police, la justice doivent travailler ensemble, qu'il faut restaurer cet ordre républicain. C'est un peu ce que tu dis, hein, cet ordre républicain et toutes ces choses-là. Mais moi, je pense que ça commence par nous aussi aujourd'hui sur ces plateaux. La justice, elle ne doit pas se rendre ici ce matin sur Sud Radio en disant il n'est pas coupable ou l'autre est coupable. Moi, j'en sais rien, j'y étais pas. Et je ne peux pas me permettre de dire on verra ce qui se passe dans quelques mois, mais il y a aussi aujourd'hui une tendance, et je comprends, c'est aussi la société qui veut ça, à dire on peut donner notre avis sur tout. Non, la justice, elle doit se rendre dans les tribunaux, auprès des juges, des magistrats qui doivent... Excuse-moi une seconde, j'interviens 2 secondes, Alex. En fait, j'ai pas dit qu'il n'était pas coupable ou quoi, j'ai pas dit que, comme depuis le démarrage, tout le monde l'a déjà jugé dès le premier jour, les politiques en premier, les médias en second. Moi, je dis... J'ai un doute, je connais bien les procédures de police et de justice, je me suis renseigné, j'ai vu les vidéos, j'ai parlé avec des experts. Je peux vous dire, attendons-nous peut-être à un revirement de situation totale. C'est ça que je dis. Moi, j'ai une conviction personnelle, je peux la donner, mais c'est personnel. Je dis aujourd'hui par rapport à l'ensemble des gens qui l'ont déjà jugé, condamné, il a déjà 20 ans de prison. Ça va être terrible si justement il a une peine inférieure. Et moi, je lui parie qu'il aura une peine inférieure, vous le verrez pourquoi. Mais je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est plus globalement dans la société aujourd'hui, on donne un peu notre avis tout le temps, sur tout, et sur ces décisions judiciaires, et je trouve ça un peu dangereux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport à Nel, parce qu'on commençait par cela, il avait été interpellé, vous le disiez, 2 jours avant. Dimanche, la veille. Le dimanche, c'est l'avant-veille, c'était le mardi matin, donc c'est l'avant-veille, le dimanche, et il y a eu ce drame le mardi matin. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, oui, la justice est longue dans notre pays. La justice est longue pour traiter des affaires, que ce soit pour les mineurs ou pour les majeurs. Mais on n'est aussi pas très informé, puisque en vérité, il était convoqué en septembre. C'est énorme. Enfin, bien sûr. C'est vrai. Non, le temps de traitement est très minime par rapport à avant. Là, il y a une nouvelle loi qui est passée, il y a un nouveau code pénal des mineurs qui a été passé en septembre 2021. Avant, il aurait attendu 18 mois avant d'être jugé. C'est-à-dire qu'il aurait pu être majeur et être traité pour des faits pour lesquels elle avait été mineure. Aujourd'hui, dans le nouveau code pénal des mineurs, et ça, il faut le dire à vos auditeurs, je pense que c'est important, dans le nouveau code pénal des mineurs, les mineurs qui font des fautes à partir de 13 ans seront jugés, ils devront être jugés dans un laps de temps réduit de maximum 1 an, et ils devront être mineurs aussi pour avoir leur sanction. Et je pense que ça peut changer effectivement des choses, parce que tout le monde le sait, quand vous êtes parent et que vous avez un enfant et que vous ne donnez pas une sanction immédiate, la sanction, comme vous la donnez 6 mois après, elle sert à rien et l'enfant il a perdu. Donc Alex, oui. Mais Alex, je t'interromps parce que c'est pas que la sanction soit rapide à arriver, c'est qu'elle soit appliquée, le problème. Non, mais bien sûr, parce que effectivement, on peut effectivement se féliciter du raccourcissement des procédures et du fait que la sanction va être donnée, mais elle ne sera pas appliquée. Et quand j'entends le ministre de la Justice dire que tous les parents peuvent encourir 2 ans de prison et 30 000 balles d'amende, mais j'ai envie de dire gigalol. On a déjà plus de 2 ans de prison. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc un ministre de la Justice qui fait ce qu'il peut, mais qui va rouler des mécaniques à la télé en disant attention, parce que si vous tenez pas vos enfants de 13 ans, 30 000 € d'amende, 1, ils sont pas solvables. 2, vous allez faire de la prison, ils vont tous dire mais jamais. Je vais avoir un bracelet électronique et je pourrai continuer à faire ce que je veux. Donc la crédibilité du message et de la non-application de la sanction rend complètement caduque, y compris tous les efforts qui peuvent être faits en termes de procédure et de raccourcissement des procédures, Alex. Mais je suis d'accord avec toi, ça s'améliore, mais pour le coup, il n'y a pas encore l'application de la sanction. Mais ça, je suis d'accord avec ça. Et c'est pour ça que j'allais terminer sur ce nouveau code pénal des mineurs. Il y a eu des moyens qui ont été mis historiquement pour la justice, des moyens aussi pour recruter justement des personnes qui sont en charge de vérifier que les peines soient appliquées. Maintenant, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est certain, peut-être qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'assurer le fait que ces peines soient appliquées. Maintenant qu'on a dit ça, on a essayé de réduire les délais, on essaie d'embaucher des gens.
qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui, si ce n'est encore une fois le conseil, on peut également supprimer le syndicat de la magistrature qui idéologise et qui crée une culture de vous n'allez pas éliminer les, vous n'allez pas éliminer les magistrats. C'est pas le syndicat qui va changer quelque chose. Non, mais c'est un tout. Et les magistrats disent qu'ils et de l'extrême gauche et partout, voilà. Non, mais les magistrats disent que la France est un des pays qui condamne le plus sévèrement. Après, c'est qui condamne et qui ne sait pas appliquer les sanctions. Ouais. Je crois qu'il y a 80 000 peines non exécutées, en France. La justice du Roquet, on aboie, mais il ne se passe rien. Et moi, ce qui me sidère, c'est que comment on peut se gargariser avec ces chiffres quand on voit ce qui se passe. Ça, c'est quand même quelque chose de dingue. On devrait juste, comme on dit vulgairement, fermer notre gueule. Parce que c'est quand même terrible de dire, mais comment on est le pays qui condamne le plus, qui condamne le mieux? Mais alors, ça veut dire qu'on est vraiment des mythomanes. Ouais. On a aujourd'hui un État mythomane. On pense qu'on est les meilleurs du monde dans tout. On donne des leçons à tout le monde, aux Chinois, aux Russes, aux Américains, à tout le monde. Et on se regarde pas. Mais c'est pas une poutre qu'on a. C'est un IPN, mais dans les deux yeux. Mais enfin, là, on en a pris. Je crois que la France en a pris pour son grade depuis. Mais je crois pas assez. Obligé d'annuler la visite de gestion de peuple par l'Iran, ça pique quand même, si je peux me permettre. C'est un déni, vous savez. C'est assez ironique aussi. C'est assez ironique de prendre des remontrances de la part de l'Iran ou de l'Algérie. Excusez-moi, moi je veux bien qu'on dise qu'on devrait fermer notre gueule. Mais franchement, quand on voit ce qui se passe dans leur pays, aux uns et aux autres, et puis c'est pas tout, il y a d'autres pays qui nous ont condamnés aussi, t'as quand même envie de leur dire, bon, ok, c'est pas joli chez nous, mais bon, chacun regarde de son côté, tu vois. Chacun regarde chez soi. Je parle du sentiment, moi, du sentiment national. En fait, que ressentent les citoyens aujourd'hui. Mais ça, t'as raison. Il n'y a pas un citoyen qui se lève ce matin en se disant, mais on nous raconte, mais n'importe quoi, on est en train de se gargariser. C'est juste dire, bon, on a merdé. Reconstruisons au contraire une unité nationale là-dessus pour essayer de voir ce qu'on peut faire, parce que moi je suis d'accord avec toi, même si je trouve que c'est pas rattrapable, on est obligé de faire quelque chose avant que ça s'enflamme de façon un peu plus grave. On va voir si quelque chose sera fait. Juste, c'est Caroline Fourest qui tweet pour parler des émeutes en France. CNN invite Rokhaya Diallo et Channel 4 News invite Juan Branco. Et elle dit ce serait à pleurer si ce n'était pas si grave. Intentionnel. Vous dites tout, Valérie. L'extrême gauche idéologique qui est dans la justice, qui est dans les médias, je suis désolé, qui est en politique, dans le monde syndical, et il y a un entrisme qui est extrêmement dangereux, il cherche à déstabiliser. Allez, on se retrouve dans un instant, on va parler de la cagnotte qui fait polémique, la cagnotte en soutien aux policiers, justement aux policiers incarcérés. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h pour commenter cette actualité très chargée, beaucoup de choses à dire. Il y a une polémique autour de cette cagnotte lancée par Jean Messia, une cagnotte en soutien aux policiers qui a tué Maël, 800 000 € récoltés. Au-delà de la polémique, ça veut quand même dire quelque chose, cette cagnotte qui a récolté autant d'argent. Qui veut réagir ? Moi, je vais bien commencer. Oui. Benjamin Cauchy. Oui, je connais bien Jean. Pour l'anecdote, c'était mon prof d'éco. Donc, je sais depuis plus de 25 ans qu'il sait compter. Au-delà de cette boutade, cela veut dire effectivement que l'argent qui est versé n'est pas strictement, à proprement parler, donné par des citoyens pour cette famille. C'est un symbole, finalement. Ce policier est un symbole. Et clairement, cela veut dire qu'il y a des citoyens qui veulent donner de l'argent pour soutenir l'ordre dans notre pays et le respect de l'autorité. Si ça avait été un enseignant, ça aurait été la même chose. Si ça avait été un prêtre, ça aurait été la même chose. Ça serait un maire, un élu, ça serait la même chose. Donc les gens qui donnent, c'est pas parce que c'est un flic. Les gens, ils donnent parce que cette personne incarne finalement un rempart d'autorité dans notre pays qui n'en a plus. Je pense que c'est ça. Mais parce que c'est un policier aussi. Je pense que c'est. Je suis pas certaine. Je sais pas. Je me pose la question. Je suis pas certaine que. Ça veut peut-être dire aussi que des gens en ont marre d'entendre, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, une justice déjà faite, un coupable déjà jugé, une peine déjà prononcée, et ils ont aussi leur propre libre arbitre de citoyen. N'oublions pas que les gendarmes, les policiers
les gens d'armes, d'ailleurs en 2 mots, s'ils ont des armes, c'est pas juste pour faire joli, pour tuer des gens. C'est pour nous protéger et nous défendre. C'est ça le pacte citoyen, sinon ils n'auraient pas d'armes sur eux. Donc tout à l'heure je voulais revenir sur ce qu'a dit Alex, ce n'est pas un contrôle routier du tout ce qui s'est passé. Du tout, et tu le verras dans l'enquête. Ça faisait au moins 20 minutes qu'ils étaient en train de le poursuivre avec des motos. Qu'il a failli renverser. Non, mais c'est important. C'est très important. Il a failli renverser un cycliste et un piéton sur les passages, en plus cloutés, enfin zébrés. Et il le poursuivait. Donc, refus d'obtempérer. Il conduit une voiture AMG énorme. Il n'avait pas de permis, etc. Donc, il s'arrête uniquement à cause d'un embouteillage. Et donc, aujourd'hui, il y a des gens, quand ils regardent la scène, qui estiment que ça s'est peut-être pas passé comme ça. Donc le fait qu'il donne de l'argent, le fait qu'il ait cette cagnotte, mais le fait qu'il ait cette cagnotte, ça veut dire aussi qu'il croit encore, pour moi, qu'il croit encore au pacte républicain, qu'il croit à la police, et ils veulent aussi rééquilibrer cette énorme, peut-être, injustice qui est en train de se passer. Ok, il y a la mort d'un môme, quel qu'il soit, dans n'importe quelle situation, c'est une catastrophe. On le sait. Maintenant, après, s'emballer comme ça, déjà, en accusant de façon systématique, en emprisonnant un policier, donc logiquement, la justice est déjà là. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on réclame justice pour Maël, puisqu'il est déjà en prison. Donc il suffit qu'il y ait le procès pour aller jusqu'au bout. Mais déjà, le processus judiciaire a été accéléré comme jamais. Et derrière, après, il y a toutes ces exactions qui n'ont absolument rien à voir avec ça. Donc, il faut tout remettre dans l'ordre. Et moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ça montre qu'il y a un équilibre et qu'il n'y a pas juste le camp du coupable assuré et le camp des victimes à côté. Mais c'est un soutien à la présomption d'innocence. Exactement. Mais cette cagnotte, elle interroge certains, effectivement, je vois nos auditeurs qui disent c'est un encouragement à tuer, etc. Certains sont choqués par le fait qu'on donne de l'argent à un homme qui a... Après, on ne connaît pas, et je fais très attention justement, on ne connaît pas l'issue qui sera donnée par la justice, mais 800 000 €, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Alex Darmon? Oui, c'est beaucoup d'argent. Après, moi, entre guillemets, ça me choque là, mais plus rien ne me choque en vrai, aujourd'hui. Ouais. Donc, non, mais qu'il y a une cagnotte qui est faite, qui récolte 800 000 € pour ce policier, ne m'enlèverait pas de l'idée que c'est aussi un petit peu politique. Voilà, c'est aussi un petit peu politique du côté de la cagnotte de ce policier, et c'est aussi un petit peu politique parce qu'il y a une cagnotte du côté aussi de la famille qui est réalisée. Je vois un auditeur qui dit qu'est-ce que vous auriez dit si la cagnotte avait été pour la maman. Mais il y a une cagnotte, Bernard. Il y en a une. Notre auditeur, il y en a une. Elle est aux alentours de 25 000 €, je ne sais pas, 30 000 ce matin. Plus, un petit peu plus. Et donc, tout ça est politique. C'est aussi le symbole du fait que ce policier est soutenu, mais plus largement. Ce que je peux retenir dans ce qui a été dit d'intéressant justement, et vous avez raison messieurs, c'est aussi peut-être que c'est un soutien, là aussi je dis peut-être, à la police, et au fait que les Français savent ce qu'ils doivent à la police. Vous savez, moi j'étais très en colère devant ma télévision. Voilà, je vais vous dire quelque chose, je vais vous faire une confidence. Samedi soir, quand je vois le maire de Lyon qui demande à ce que l'État l'aide et rajoute des policiers pour gérer la situation dans sa ville, alors que de lui-même, il a pris les crédits qu'on lui avait donnés pour la police municipale et s'en est servi pour faire autre chose. Et qui voulait lui-même désarmer, à un moment donné, les policiers comme le maire de Grenoble, Éric Cotte. J'étais très en colère de ça. Précise, Alex, des toilettes non genrées. C'est ça, j'avais oublié. Pour faire des toilettes non genrées. Effectivement, j'avais oublié. Et c'est pour ça que j'étais en colère. Tu as raison, Benjamin. Et donc, je me dis effectivement que peut-être que les Français se disent aujourd'hui, en regardant l'actualité, en regardant ce qui se passe, que peut-être que quand on entend les policiers dire qu'ils sont en manque de munitions, qu'ils sont fatigués, qu'on n'en a pas assez, qu'on est en train, parce que c'est ce qu'on nous explique, et ça c'est la réalité des choses, rappeler les maîtres sauveteurs sur les plages en ce moment même, les rapatrier pour les faire venir en tant que CRS, pour pouvoir gérer les situations dans nos villes, peut-être que les Français se disent, attends, il y a un problème en fait, il y a quand même un problème, on ne peut pas être en sous-effectif de ce côté-là, et comme l'a dit Franck tout à l'heure, tout mettre sur la tête d'un flic et donc indirectement de la police, et donc ils veulent équilibrer en donnant dans cette cagnotte-là. Et moi, honnêtement, je vais vous dire quelque chose, j'en sais rien et j'ai pas envie de juger cette cagnotte comme j'ai pas envie de juger le fait qui a été mardi dernier. Juste simplement parce que chacun fait comme il l'entend, et c'est aussi ça la démocratie. Justement, c'est aussi la démocratie. Sauf que ça veut dire quelque chose. Ce montant veut dire quelque chose. C'est politique, pour moi, un petit peu. Donc en fait, c'est l'IGPN qui affirme que les policiers mis en cause dans la mort de Noël n'ont pas crié « je vais te mettre une balle dans la tête, shoot-le », mais plutôt « coupe, mets tes mains derrière la tête ». Évidemment, je vois les réactions derrière. Il faut juste regarder le parcours de celle qui dirige l'IGPN, où est passée la vidéo. Enfin bref, donc évidemment, cette version-là ne sera pas
pas accepté par si la patronne de l'IGPN n'est pas passée par l'UNEF, forcément ça passera pas. Hein. Bah oui. Hein. Mais c'est une magistrate, hein. Pour une fois, c'est pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne savais pas, Valérie. Pardon. Ça c'est intéressant. Je ne savais pas, Valérie, que c'était une magistrate qui dirigeait l'IGPN. C'est intéressant, ça, pour le coup. Oui, je crois. Hein, si je vais vérifier, mais ça m'avait. C'est une magistrate, donc c'est vrai que ça change. Mais vous voyez que les gens n'y croient pas. Oui. Mais ils ne veulent pas y croire. Ils ne veulent pas y croire. C'est complètement différent. Ouais. Valérie, si je peux est-ce que je peux parler d'une autre cagnotte qui n'est pas une cagnotte en termes d'argent, mais qui est une cagnotte de mobilisation citoyenne. À midi aujourd'hui, il y a l'AMF. C'est important parce que c'est finalement aussi une manière de soutenir l'état de droit, notre pays et le respect de l'ordre et de la justice. C'est aussi en allant soutenir tous les élus et les maires qui ont été nombreux à être attaqués, voire auraient pu subir le pire. Le président de l'AMF, David Lisnard, appelle l'ensemble des citoyens à se réunir autour de leur maire devant les perrons des mairies à midi. Voilà. Et ça, c'est une manière qui n'est pas monétaire de soutenir aussi. Alors, évidemment, on va nous dire une marche blanche. Moi, ça me fait penser marche blanche, bougie, voilà. Oui, mais j'ai bien compris. Et voilà, mais je savais que vous alliez me couper l'herbe là-dessus. Mais j'en ai conscience également. Mais en attendant, si on ne le fait pas, les seuls mouvements de masse qu'il y a dans le pays, c'est quoi? C'est des ultra-gauches qui mettent le feu ou c'est des pilleurs de Lidl? Donc non, la France, si on doit donner des images aussi au monde et à nos partenaires européens qui s'inquiètent légitimement de ce qui se passe dans notre pays, il faut montrer aussi que la population est à côté de ses élus. Voilà. Et elle s'appelle Agnès Thibault-Lecuivre et c'est effectivement une magistrate, c'est bien ce que j'avais en tête, qui a été nommée à la tête de l'IGPN, donc peu susceptible a priori d'être favorable à la police, en tout cas avec un prisme différent de policiers. Juste un mot, pardon. Pour rebondir sur ce que disait Benjamin sur les mairies, moi ça me fait, plus que marche blanche, ça me fait penser aux casserolades. Vous savez, ils se réunissaient devant les mairies pour taper, pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord, et c'était bien leur droit d'ailleurs, et c'était un symbole qui était important et intéressant. Donc là aujourd'hui, de voir ces Français s'ils se mobilisent, et je trouve ça intéressant, moi je le ferai à titre personnel. Ça veut aussi dire quelque chose. Benjamin, son petit drapeau. C'est le moment de dire qu'on est fiers d'être français, qu'on aime la France. Voilà. Oui, mais c'est une très bonne mesure symbolique, parce que n'oublions pas qu'il y a quelques années encore, il y a très peu de temps, les maires étaient considérés par les Français comme les hommes politiques les plus proches du terrain, ceux qu'ils aimaient le plus. Et on disait à chaque fois, heureusement qu'il y a les maires, parce que sinon déjà qu'il y avait une désaffection totale de toute la classe politique par rapport au grand public. On se dit heureusement qu'il y a les maires, parce que les maires, voilà, c'est eux qui gèrent l'affect et la relation. Même maintenant, non plus à ça. Donc moi je dis, voilà, on a eu une ère de sous-France, et si on doit redevenir la France. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les trois. On se retrouve nous dans un instant pour l'émission Média. À tout de suite.